Depuis des temps immémoriaux, des rumeurs circulent à travers le monde sur l'existence de créatures dont l'existence même semble défier le bon sens. Il s'agit d'hommes privés de tête dont les visages, les yeux et la bouche se situaient directement sur le torse. On les appelait les blémis ou les acéphales, et ils auraient habité les coins les plus reculés et sauvages de la planète. Pour l'homme moderne, habitué à une vision rationnelle du monde, il est extrêmement difficile de prendre de telles affirmations au sérieux. Il nous semble naturel de mettre cela sur le compte des mythes et des superstitions du passé. Cependant, le problème est que ces descriptions n'ont pas été laissées par des conteurs de village, mais par des autorités reconnues de l'Antiquité, dont les œuvres sont encore étudiées dans les universités comme fondement de la science historique. L'un des premiers à avoir signalé ce phénomène fut Hérodote, le célèbre historien de la Grèce antique. Dans son œuvre fondamentale, il décrit la partie orientale de la Libye, avec un réalisme effrayant. L'auteur détaille le paysage, passant des plaines sablonneuses aux collines boisées, et énumère scrupuleusement la faune locale. Dans sa liste, des éléphants bien réels, des ours et d'énormes serpents côtoient, cités dans le même souffle, des hommes sans tête, chez qui, selon les dires des habitants, les yeux sont situés sur la poitrine. Hérodote ne les classe pas dans la catégorie des contes de fées. Il les place au même rang que les animaux sauvages et autres habitants de la région, consignant cela comme une réalité biologique de l'époque. À sa suite, l'érudit romain Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, confirme ces données, constatant sèchement « Il existe des tribus où la tête est physiquement absente et où tous les organes sensoriels sont déplacés vers le bas. » Avant de plonger plus profondément dans cette incroyable énigme et d'essayer de comprendre où ces peuples ont disparu, abonnez-vous impérativement à la chaîne et soutenez ce contenu avec un j'aime. Des faits capables de bouleverser notre conception du passé nous attendent. Car si des géants de la science tels qu'Hérodote et Pline ont décrit ces créatures comme faisant partie de la réalité objective, une question légitime se pose. Sur quelle base considérons-nous cela comme une erreur ? Des observateurs capables de décrire avec précision les habitudes des éléphants et la géographie des rivières auraient-ils pu souffrir de la même hallucination collective pendant des siècles ? Bien sûr, la science moderne tente de trouver des explications simples à cela, mais elle s'effondre dès que l'on examine les détails de plus près. Les sceptiques, confrontés à de tels témoignages historiques, s'empressent généralement de proposer l'explication la plus confortable et rationnelle, qui s'inscrit dans le cadre de la vision du monde moderne. La théorie la plus populaire veut que les anciens voyageurs aient simplement été victimes d'une illusion d'optique, ou de leur propre imagination fertile. On affirme que les explorateurs auraient pu rencontrer certaines tribus africaines portant un équipement militaire spécifique ou des costumes rituels. Imaginez un guerrier dont la tête est cachée derrière une haute structure sur les épaules, ou un chaman portant un énorme masque couvrant le cou et le visage, avec des yeux et une bouche effrayants peints au niveau de la poitrine. De loin, dans la brume de l'air brûlant du désert, une telle silhouette pourrait effectivement ressembler à un homme sans tête. L'énigme semble résolue. Ce n'est qu'une erreur d'interprétation, un malentendu culturel qui a transformé une simple mascarade en espèce biologique. Cependant, cette belle théorie commence à se fissurer si nous nous référons au contexte de ces mêmes textes antiques. Le fait est que les auteurs faisant autorité ne décrivaient pas seulement des hommes sans tête. Les mêmes parchemins et manuscrits contiennent des informations détaillées sur des créatures dont l'anatomie ne peut s'expliquer simplement par des vêtements étranges. Par exemple, on mentionne les sciopodes ou monopodes, des hommes ne possédant qu'une seule jambe, mais gigantesques. Les sources antiques affirment que ces créatures se déplaçaient par bonds à une vitesse incroyable et, lorsqu'elles se reposaient sous une chaleur accablante, s'allongeaient sur le dos et levaient leur unique pied immense vers le haut, l'utilisant comme un parasol naturel. Ici, l'argument du costume mène à une impasse. On peut confondre un masque avec un visage, mais comment peut-on confondre un homme sur deux jambes avec une créature qui sautille sur un seul membre ? Quel vêtement ou quelle danse rituelle pourrait imiter une telle structure corporelle et un tel mode de déplacement de manière assez convaincante pour tromper l'observateur ? De plus, d'autres formes de vie étaient décrites, par exemple les hymentopodes, dont les jambes ressemblaient à des pattes d'animaux, ou les satyres,
que les Romains ne considéraient pas comme des esprits mythiques, mais comme un peuple forestier bien réel menant une vie nocturne. Pline l'Ancien et ses contemporains consignaient leurs habitudes, leur structure sociale et leurs habitats avec le même sérieux que celui avec lequel ils décrivaient le comportement des lions ou des éléphants. Une question légitime se pose. Pensons-nous vraiment que les plus grands esprits de l'Antiquité, des généraux ayant conquis la moitié du monde et des savants ayant jeté les bases de l'astronomie et de l'architecture, étaient si naïfs? Des hommes capables de concevoir des aqueducs et de diriger des empires auraient-ils été incapables, pendant des siècles, de distinguer un costume de carnaval d'un être vivant? Suggérer que des centaines de voyageurs, au fil des siècles, ont pris des vêtements pour une mutation physique revient à dénier à nos ancêtres un sens élémentaire de l'observation et du bon sens. Les historiens antiques savaient parfaitement ce qu'étaient les armures, les casques et les masques, et ils n'auraient probablement pas confondu des objets fabriqués par l'homme avec des anomalies naturelles. Les textes font une distinction claire entre la description des vêtements des peuples et leurs caractéristiques physiologiques. Lorsqu'ils écrivaient « des yeux sur la poitrine », ils parlaient d'anatomie et non d'un dessin sur du tissu. Si nous admettons donc qu'il ne s'agit ni d'une hallucination collective, ni d'une erreur dans la description de costumes, alors s'ouvre devant nous un tableau effrayant par son ampleur. Car les rapports sur de telles créatures ne se limitaient pas à la seule Afrique ou aux légendes locales des nomades du désert. La géographie de ce phénomène était si vaste qu'elle nous oblige à réfléchir à une répartition mondiale de cette espèce dans le passé. Les témoignages à leur sujet provenaient des coins les plus divers du globe, des jungles humides aux sommets montagneux, créant une image unifiée d'un monde qui était bien plus étrange et diversifié que nous avons l'habitude de le penser. Si les cartes géographiques de l'Antiquité pouvaient contenir des inexactitudes, et si les frontières des continents dans l'esprit des savants du passé étaient souvent floues, les descriptions des habitants de ces terres restaient étonnamment cohérentes. Fait curieux, dans certaines éditions anciennes de l'histoire naturelle, on trouve des notes indiquant que dans la Haute Antiquité, les territoires que nous classons aujourd'hui en Afrique étaient considérés comme faisant partie de l'Asie. Cette confusion des noms peut indiquer quelque chose de plus qu'une simple erreur cartographique. Peut-être est-ce la preuve que l'habitat de ces créatures mystérieuses ne se limitait pas à un seul continent, mais s'étendait en une immense ceinture à travers tout l'hémisphère oriental, ignorant les frontières tracées par les hommes. Nous en trouvons la confirmation en nous tournant vers des cultures qui se sont développées dans un isolement total du monde gréco-romain. Si les récits d'Hérodote pouvaient être mis sur le compte du folklore africain local, comment expliquer des témoignages analogues à l'autre bout du monde? Dans l'épopée indienne antique du Ramayana, créée à des milliers de kilomètres du désert libyen, figure le démon Kabanda. La description de son apparence provoque une reconnaissance instantanée. C'est une créature sans tête, dont l'unique œil se situait au milieu du ventre, et une énorme bouche ainsi que de longs bras complétaient cette apparence terrifiante. Le texte dit qu'il a été maudit pour rester sous cette forme jusqu'à sa rencontre avec le héros Rama. Mais le schéma anatomique lui-même, un visage sur le torse, est identique aux descriptions occidentales. En nous déplaçant encore plus vers l'est, nous ouvrons le traité classique chinois Shanhai Jing, ou Livre des monts et des mers. Ce texte ancien décrit une entité divine nommée Xintian. Selon la légende, il engagea une bataille contre le grand empereur jaune et fut décapité. Cependant, au lieu de mourir, il continua d'exister sous une nouvelle forme. Ses yeux s'ouvrirent à la place de ses tétons et son nombril se transforma en bouche. Même dans le folklore japonais, extrêmement distinct et fermé, il existe le yokai Donotsura, un homme privé de tête dont le visage émerge sur le torse. Ces parallèles ne peuvent être ignorés. Nous voyons comment différentes civilisations, séparées par des montagnes infranchissables, des océans et des barrières linguistiques, décrivaient la même anomalie biologique spécifique. S'il s'agissait d'un produit de pure imagination, la fantaisie des différents peuples aurait créé des monstres complètement différents. Quelqu'un aurait inventé des têtes supplémentaires, quelqu'un d'autre des ailes ou des tentacules. Mais ici, nous sommes confrontés à une unification effrayante. Yeux sur la poitrine, bouche sur le ventre, absence de cou.
Une telle synchronicité dans les détails suggère que les auteurs antiques n'inventaient pas des mythes, mais consignaient une espèce ayant réellement existé, répandue à travers l'Eurasie et l'Afrique. Ces créatures étaient si réelles pour les gens du passé que les informations les concernant ont survécu au changement d'époque et à la chute des empires, parvenant jusqu'au temps des plus grandes conquêtes historiques. Les légendes à leur sujet ne sont pas restées dans les parchemins poussiéreux de la mythologie, mais sont entrées directement dans les chroniques de véritables campagnes militaires, où, selon la tradition, les commandants les plus célèbres de l'humanité ont dû les affronter. L'histoire de l'interaction de l'humanité avec ces créatures mystérieuses ne se limite pas aux seuls écrits d'observateurs ou de géographes. Elle est entrelacée dans les biographies des figures les plus influentes du passé, y compris le grand conquérant Alexandre le Grand. Selon les légendes médiévales et les textes connus sous le nom de romans d'Alexandre, le roi macédonien, lors de ses campagnes vers l'Est, a rencontré un peuple qui a plongé son armée, pourtant aguerrie, dans la stupéfaction. Les chroniques affirment qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre fugace dans le brouillard, mais d'un contact à part entière. Les textes disent qu'Alexandre a capturé 30 de ces créatures pour les ramener dans le monde civilisé comme preuve vivante des merveilles des confins de l'Œcumène. Les descriptions de ces captifs frappent par leur précision. Ce n'étaient pas simplement des hommes sans tête, mais des géants à la peau dorée, dont les barbes épaisses pendaient de l'endroit où aurait dû se trouver le menton, descendant jusqu'aux genoux. De tels détails, couleur de peau, longueur de la pilosité, se rencontrent rarement dans les pures inventions. Le mythe opère généralement avec des images plus abstraites. Cette histoire s'est solidement ancrée dans la conscience européenne, migrant vers les encyclopédies et manuscrits médiévaux faisant autorité, tels que les Merveilles de l'Orient ou le célèbre Livre des monstres, Liber Monstrorum. Dans ces documents, les auteurs consignaient scrupuleusement des données anthropométriques. La taille des hommes sans tête était indiquée aux alentours de 3,5 mètres et la largeur des épaules dépassait 2 mètres. Des coordonnées exactes de leur habitat étaient également indiquées. Par exemple, une île sur la rivière Brison en Éthiopie, ce qui donnait aux légendes le poids d'un fait géographique. Plus tard, à l'époque du Haut Moyen Âge, le voyageur anglais Sir John Mandeville, dont les œuvres servirent de livre de chevet à de nombreuses générations d'explorateurs, ajouta de nouvelles touches à ce portrait. Dans ses écrits, il situait ces créatures sur des îles entre l'Inde et le territoire de l'actuelle Birmanie. Mandeville décrivait toute une variété d'espèces. Chez certains, les yeux étaient situés sur les épaules et la bouche au centre de la poitrine. Chez d'autres, la physionomie était complètement déplacée sur le torse. Cela ne ressemblait plus à la description d'un monstre accidentel, mais à un rapport sur une population entière avec ses propres variations biologiques. Même lorsque les théologiens et les moralistes entrèrent en scène, tels que Conrad Lycosthenes, la réalité de l'existence de ces créatures ne fut pas remise en question. Conrad et ses contemporains tentaient de comprendre le phénomène à travers le prisme de la religion, expliquant l'apparence effrayante des hommes sans tête comme le résultat d'une malédiction pour les péchés de leurs ancêtres. Ils considéraient que la déformation physique était le sceau de la dégénérescence, mais les dépeignaient en même temps comme des êtres de chair et de sang, mortels, vivant dans les mêmes conditions physiques que les hommes ordinaires. Ainsi, même l'Église les reconnaissait comme faisant partie de la création terrestre, bien que déformée. On aurait pu supposer qu'avec l'avènement de la Renaissance et l'arrivée de l'ère du rationalisme, ces histoires se dissiperaient comme la brume matinale, laissant place à des cartes précises et au scepticisme scientifique. Pourtant, paradoxalement, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Plus les explorateurs avançaient, plus les témoignages devenaient détaillés et persistants. On aurait pu penser qu'avec l'avènement de l'ère des grandes découvertes, alors que les taches blanches sur les cartes se remplissaient rapidement de contours continentaux précis, les vieilles légendes devaient mourir. Le rationalisme et l'approche scientifique, propre au temps moderne, ne laissaient pas de place à la fantaisie. Cependant, paradoxalement, le mythe des hommes sans tête non seulement n'a pas disparu, mais a trouvé un second souffle, se déplaçant des bibliothèques poussiéreuses d'Europe vers les jungles du Nouveau Monde. Des chercheurs sérieux, sur les rapports desquels se construisait la politique coloniale des empires, continuaient d'insister sur la réalité de ces créatures avec une obstination effrayante.
L'exemple le plus éclatant est la figure de Sir Walter Raleigh, courtisan anglais, poète et voyageur, un homme à l'esprit vif et aux larges horizons. En 1596, il publia son célèbre ouvrage La découverte de la Guyane, qui n'était pas un recueil de contes, mais un rapport détaillé pour la reine et les investisseurs. Dans ce document, Raleigh décrit avec le plus grand sérieux une tribu appelée Ewaipanoma. Selon ces données, ces gens habitaient sur les rives de la rivière Cora en Amérique du Sud. Raleigh affirmait que leur anatomie répétait exactement les descriptions antiques. Des yeux sur les épaules, une bouche au milieu de la poitrine et de longs cheveux poussant directement du dos, remplaçant la tête absente. Il est important de noter que Raleigh lui-même n'a pas prétendu les avoir vus personnellement, faisant preuve d'honnêteté en tant que chercheur. Cependant, il était absolument convaincu de leur existence, se basant sur la certitude totale de la population locale. Il écrivait que chaque enfant dans les provinces d'Aroma et de Kanori connaissait le nom de cette tribu et les détails de leur vie aussi bien qu'il connaissait les noms des villages voisins. Pour Raleigh, c'était une preuve. Il est impossible qu'un peuple entier, petits et grands, soutienne la même invention insensée sans fondement réel. De plus, il se référait au témoignage d'un voyageur espagnol qui, contrairement à l'anglais, aurait rencontré les Ewaipanoma face à poitrine. Ces informations furent prises si au sérieux qu'elles migrèrent vers les principaux documents de navigation de l'époque. Les cartographes des XVIe et XVIIe siècles, tels que le célèbre Jodocus Ondus, ne dessinaient pas des monstres dans les marges juste pour la beauté. En 1598, Ondus inclut des images et les habitats des hommes sans tête dans ses cartes de la Guyane et de l'Amérique du Nord. Ils étaient marqués au même titre que les mines d'or, les sources d'eau douce et les routes commerciales. Cela crée un paradoxe historique étonnant. Des hommes qui risquaient leur vie dans des traversées transatlantiques, des capitaines pragmatiques et des conquistadors avides cherchaient ces tribus, s'attendant à les rencontrer tout comme ils s'attendaient à voir des jaguars ou des perroquets. Une telle persistance de l'information, traversant les millénaires et les océans, nous oblige à rejeter la simple ironie. Si ce n'est pas une folie collective qui s'est emparée des meilleurs cartographes et amiraux d'Europe, alors nous devons admettre, ils voyaient quelque chose qui ne rentre pas dans nos manuels de biologie. Mais d'où pouvaient venir de telles créatures ? L'évolution ne crée pas de telles formes par voie naturelle. Et ici, nous éloignant des faits secs de l'observation, nous sommes contraints de marcher sur le terrain mouvant de théories effrayantes, capables d'expliquer l'origine impossible de ces peuples. Peut-être que la réponse ne réside pas dans la nature, mais dans une intention malveillante ou des technologies oubliées du passé. Si nous rejetons la version selon laquelle les cartes et chroniques anciennes sont un recueil de contes ridicules, et acceptons le fait de l'existence de ces créatures comme une donnée, nous nous heurtons à un mur d'impossibilité biologique. L'évolution est un processus lent et séquentiel. La nature ne déplace pas les organes vitaux juste comme ça, et ne supprime pas des sections entières du squelette, comme les vertèbres cervicales, tout en maintenant la viabilité de l'espèce. L'apparition d'un peuple entier d'hommes sans tête avec un visage sur la poitrine contredit toutes les lois connues de la sélection naturelle. Et ici, à la jonction de l'histoire et de la biologie, surgit l'hypothèse la plus audacieuse et la plus effrayante. Et si les blémies n'étaient pas une création de la nature, mais le résultat d'une intervention intelligente? La médecine moderne connaît des erreurs génétiques rarissimes, où un homme né avec la tête littéralement encastrée dans les épaules, ou avec de graves déformations de la colonne vertébrale, créant l'illusion de l'absence de cou. Cependant, ce sont des cas isolés, souvent non viables. Pour qu'une telle anomalie se fixe et se transmette de génération en génération, devenant le trait d'une race entière, une correction colossale du code génétique est nécessaire. Et si nous nous tournons vers les textes les plus anciens, précédant même l'Antiquité, nous trouvons des allusions au fait que de telles expériences ont déjà été menées sur Terre. De nombreuses écritures sacrées, y compris les livres apocryphes et les traditions de l'Ancien Testament, racontent des temps avant le Grand Déluge, quand le monde était complètement différent. Les textes mentionnent que les fils de Dieu ou les anges déchus descendirent sur terre et commencèrent à violer les lois de la création. Il est dit que toute chair avait corrompu sa voix.
Habituellement, on interprète cela comme une chute morale, mais si cela faisait référence à une perversion biologique, les légendes sur la création de chimères, de géants et d'hybrides monstrueux pourraient être un souvenir déformé d'une époque de haute technologie où les détenteurs de savoir perdus s'adonnaient à la réécriture du génome humain et animal. Imaginez une seconde que dans une antiquité profonde existait une civilisation maîtrisant des outils analogues à notre CRISPR, ou même supérieurs. Peut-être que les hommes sans tête étaient une caste spécialisée, des biorobots du passé, créés pour des tâches spécifiques. L'absence d'un coup vulnérable aurait pu être un avantage pour des guerriers ou des travailleurs de force. Ou à l'inverse, c'étaient les victimes d'expériences ratées, des déchets génétiques jetés à la périphérie de l'Okoumène, dans les terres sauvages de Libye et d'Asie, loin des yeux de leurs créateurs. Cette théorie explique à la fois leur taille gigantesque, leur étrange couleur de peau et leur répartition mondiale. Ce n'étaient pas différentes branches évolutives, mais les produits d'un même programme global devenu incontrôlable. Peut-être est-ce justement l'abondance de telles formes de vie artificielles, incorrectes, qui a causé le nettoyage global connu sous le nom de déluge, une tentative d'effacer les résultats de la génétique interdite de la surface de la Terre. Mais même si nous admettons que ces créatures étaient un phénomène réel, bien qu'artificiel, il reste une autre option, plus cynique. Et si leur image était utilisée non pas pour décrire la réalité, mais pour la substituer? Et si les monstres n'étaient pas créés dans des éprouvettes, mais sur le papier, poursuivant des objectifs politiques très concrets? Cependant, il existe un point de vue radicalement différent sur la nature de ces créatures mystérieuses, qui nous transportent du plan de la génétique vers la sphère de la politique mondiale et de la réécriture de l'histoire. Et si les légendes sur les hommes sans tête et autres races monstrueuses n'étaient pas un rapport de naturaliste, ni même le résultat d'expériences biologiques, mais une grandiose opération spéciale d'information du passé? L'histoire, comme on le sait, est écrite par les vainqueurs, et le moyen le plus efficace de justifier la destruction d'un peuple entier ou d'une civilisation est de le déshumaniser. De transformer l'ennemi en monstre, en animal sans pensée, qui ne mérite aucune pitié et avec qui il est impossible de négocier. Dans ce contexte, les descriptions des blémies pourraient ne pas être un fait anatomique, mais une caricature grotesque créée par la propagande des nouvelles élites mondiales. Cette théorie gagne une acuité particulière si l'on regarde les cartes à travers le prisme de l'histoire alternative et du mystérieux pays de Tartarie. Sur les gravures anciennes et dans les chroniques, les habitants de la Grande Tartarie, un immense empire occupant une partie significative de l'Eurasie, étaient souvent représentés avec des distorsions effrayantes. Les chroniqueurs européens, suivant les instructions des autorités religieuses et laïques, démonisaient intentionnellement les peuples de l'Est. Le mot Tartarie lui-même résonne avec le tartare grec ancien, l'abîme le plus profond de l'enfer. Et cette consonance était utilisée à fond. On croyait que les hordes venant de l'Est étaient des créatures sorties des souterrains. En leur attribuant des traits animaux, des têtes de chiens ou l'absence totale de tête, les idéologues de l'époque créaient une image du mal absolu, contre lequel toutes les méthodes de guerre étaient justifiées. Ici, nous nous approchons du concept de ce qu'on appelle la réinitialisation de la civilisation, ou une catastrophe mondiale après laquelle le monde a été reformaté. Les partisans de cette version croient que dans le passé existait un monde unifié, hautement développé, peut-être rempli de ce que nous appellerions aujourd'hui de la magie ou des technologies oubliées. Après un certain cataclysme, le pouvoir fut saisi par de nouvelles structures, qui commencèrent à effacer méthodiquement la mémoire du passé. Les races monstrueuses pourraient être les restes réels de ce monde bigarré, génétiquement diversifié, qui ne cadrait pas avec la nouvelle doctrine religieuse unifiée. Pour consolider leur pouvoir, les nouveaux dirigeants déclarèrent les anciens habitants de la planète comme des engences du mal, sujettes à l'extermination ou à l'oubli. Dans ce contexte, surgissent des mentions de cultes anciens, tels que le culte de Baal, dont les prêtres, selon les traditions, possédaient des technologies pour contrôler la météo et la conscience des masses. Peut-être que la transformation des ennemis en monstres ne se faisait pas seulement sur le papier.
Et si l'on avait utilisé des technologies d'influence psychotronique ou d'empoisonnement chimique qui provoquaient réellement des mutations chez les peuples conquis, les transformant en infirmes pour ensuite les présenter au monde comme la preuve de leur nature pécheresse. Ainsi, le mythe des hommes sans tête devient le témoignage d'une guerre brutale pour le redécoupage du monde, où l'on utilisait aussi bien des armes biologiques que la falsification totale de l'histoire. Mais même si nous rejetons le complotisme et les guerres du passé, l'image de l'homme sans tête peut porter en elle un message adressé directement à nous, les hommes du XXIe siècle. Peut-être que l'absence physique de tête n'est qu'une terrible métaphore indiquant un état dans lequel chacun de nous risque de se retrouver. En fin de compte, si nous nous détournons des cartes des anciens navigateurs et des théories de l'intervention génétique, s'ouvre devant nous la couche peut-être la plus profonde et la plus inquiétante de ce mystère, la symbolique. Dans le langage des images anciennes et des pratiques occultes, la tête a toujours personnifié la volonté, la raison, le lien avec le principe divin et la capacité à prendre des décisions indépendantes. La privation de tête n'est pas simplement une exécution, c'est un acte de privation de souveraineté. L'homme sans tête, dont les yeux et la bouche sont déplacés vers la région du cœur et de l'estomac, représente la métaphore parfaite de l'être privé de raison supérieure. Une créature vivant exclusivement par les instincts, les émotions et les besoins de la chair. Une telle image peut être un message crypté sur l'état de l'humanité ou de ses groupes individuels à certaines périodes de l'histoire. Les Blémis sont un peuple qui a perdu sa tête, c'est-à-dire son élite, son identité culturelle et sa capacité de pensée critique. C'est le symbole de l'esclave, dont l'esprit est contrôlé de l'extérieur. Les yeux sur la poitrine voient le monde non pas à travers le prisme de la logique et de l'analyse, mais à travers le prisme des sentiments, qu'il est facile de manipuler. La bouche sur le ventre ne parle que de faim et de consommation. Peut-être que les sages antiques et les cartographes, en représentant des peuples entiers sous cette forme, voulaient nous parler non pas de leur anatomie, mais de leur statut spirituel et social. C'est un avertissement sur la facilité avec laquelle une civilisation entière peut être décapitée et reformatée, se transformant en une masse docile, privée de subjectivité. En résumant notre enquête, nous nous trouvons à la croisée de deux chemins tout aussi effrayants. Et en choisir un n'est pas facile. Soit nous devons admettre que notre planète, dans le passé, a abrité des formes de vie qui réfutent complètement la biologie moderne et la théorie de l'évolution. Cela signifie que quelque part dans les sables du temps est cachée la vérité sur des expériences génétiques, des technologies antiques et des races effacées de la surface de la Terre par un cataclysme global ou un nettoyage intentionnel. Soit nous sommes confrontés à une grandiose falsification de l'histoire, où des événements et des peuples réels ont été intentionnellement transformés en monstres sur le papier pour cacher les crimes du passé et justifier un nouvel ordre mondial. Dans les deux cas, la version officielle de l'histoire craque de toutes parts. Nous ne voyons que les éclats d'une mosaïque géante, dans laquelle d'étranges créatures des livres d'Hérodote côtoient les récits bibliques et les théories du complot moderne. La question principale reste ouverte, et chacun doit y trouver la réponse lui-même. Ces géants dorés aux yeux sur les épaules étaient-ils de chair et de sang de ce monde, ou sont-ils le reflet effrayant de ce en quoi risque de se transformer l'homme qui a oublié son histoire et perdu la raison? Si cette histoire vous a fait réfléchir et regarder l'image habituelle du monde sous un autre angle, abonnez-vous impérativement à la chaîne, appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines enquêtes, et écrivez dans les commentaires, selon vous, qui a réellement caché ces créatures et pourquoi? À bientôt dans de nouvelles vidéos.